VDI. Bruxelles Metula. Il est avec nous en direct depuis Metula, comme tous les vendredis matins. C'est Stéphane Juffas. Stéphane, bonjour. Ouais, c'est le voyage le plus rapide du monde, hein? Bah oui, le plus rapide du monde. Bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Voilà, un voyage qui dure déjà depuis là. Ça fait 3 ans qu'on s'est au téléphone tous les vendredis. Stéphane, on va bientôt fêter nos 3 ans, mais on va pas embêter nos auditeurs avec ça. Ce qu'ils ont envie de savoir, c'est votre analyse, c'est votre avis sur l'actualité internationale et israélienne. Et Stéphane, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Chapitre diplomatique. Conflit israélo-palestinien. Donald Trump veut relancer le processus de paix. Alors on voit Mahmoud Abbas qui n'est pas contre, mais il a déclaré cette semaine qu'il voulait revenir sur le plan Ehud Olmert. Ça date de 2008, donc il y a presque déjà une dizaine d'années. Alors Stéphane, est-ce que brièvement, vous pouvez peut-être déjà commencer par rappeler à nos auditeurs, c'était quoi ce plan Olmert ? Ouais, je vais le faire, mais je veux quand même apporter une petite correction. C'est vrai qu'entre nous, on fait ce Bruxelles Metula depuis 3 ans, mais l'émission existe déjà depuis 17 ans. C'est une des plus anciennes de la radio et on en est très fiers ici à Metula. Et on est content d'avoir des partenaires comme vous. Alors, pour répondre à la question, cette négociation de 2008, c'est la négociation la plus sérieuse qu'il y a jamais eu entre Israéliens et Palestiniens. Ça avait commencé effectivement avec Ehud Olmert en 2008. C'était un gouvernement en Israël du parti Kadima, qui était anciennement le parti d'Ariel Sharon. On avait à la tête donc le premier ministre Ehud Olmert et sa numéro 2, Tzipi Livni. Alors, en été 2008, Olmert avait été contraint pas de démissionner, mais de cesser ses activités parce qu'il était sujet à une enquête pour corruption, une enquête pour corruption qui, 1 an plus tard, l'a d'ailleurs mené en prison pour plusieurs années. Donc, quand on parle du plan Olmert, en fait, on parle du plan Livni. Et pendant toute une année, même un peu plus, des équipes au plus haut niveau entre Israéliens et Palestiniens ont défini, ont débroussaillé dans tous les domaines économiques, sécuritaires, politiques, ce que pourrait être un plan de paix entre Israël et les Palestiniens. Et ils ont beaucoup avancé. C'est un travail sérieux, je répète, le plus sérieux qui a jamais été fait. À l'hiver, on était très proche d'arriver à un accord. Je me rappelle, pour y être allé à Ramallah, qu'il y a eu une discussion juste avant les élections. Il y a eu des élections anticipées qui se sont déroulées le 10 février 2009. Autour du 1er février de la même année 2009, il y a eu une discussion au sein du leadership de la direction de l'OLP pour savoir s'ils acceptaient ou non le plan de paix. Et je me rappelle très bien que Mahmoud Abbas était en faveur de l'acceptation et qu'il disait aux autres que si les Palestiniens ne l'acceptaient pas, il se passerait des années, peut-être des décennies, avant qu'une pareille occasion ne se représente. Et puis, c'est un petit peu là-dessus, sur cette acceptation ou non, qu'allaient se jouer les élections israéliennes. Et face au nom de Mahmoud Abbas, face au nom finalement de l'OLP, eh bien, Kadima a toutefois remporté ces élections. Le cabinet de Kadima avait remporté 28 sièges à la Knesset. Je rappelle aux auditeurs que la Knesset a en tout 120 députés. Et le Likoud en avait remporté 27. Mais Kadima, Madame Livni, n'avait pas réussi à former une coalition alors que Binyamin Netanyahou, lui, y était parvenu. Alors, il y avait vraiment tout qui était réglé dans presque tout dans cet accord qui prévoyait, j'allais dire la restitution, mais c'est pas vraiment une restitution, mais l'établissement d'un État palestinien sur 97% de la Judée-Samarie d'avant 1967. Et vraiment, dans tous les domaines, vraiment des experts avaient réussi à faire des sous-propositions qui donnaient une mosaïque qui semblait viable. Ce que je dirais, Jim, c'est que si on veut vraiment faire la paix, il n'y a pas, on l'a dit tout au long des années depuis,
il n'y a pas de raison de laisser cette négociation de côté. C'est-à-dire que les territoires sont les mêmes, les propositions économiques sont les mêmes, les conditions sécuritaires sont les mêmes, et je suis absolument formel sur ce plan. C'est-à-dire que si on veut vraiment arriver à une paix avec les Palestiniens, si c'est la question principale, et si on veut vraiment l'établissement de deux États l'un à côté de l'autre, eh bien, le retour ou le passage par ce qui a été fait, ce qui a été réussi, ce qui a été amassé comme données pendant cette année 2008 jusqu'à début 2009, est indispensable. Il n'y aurait pas de raison de recommencer à zéro comme veut le faire Benyamin Netanyahou, pas de raison de recommencer à zéro des points purement techniques qui ont été résolus. C'est un phénomène de retardement des échéances. Donc, retarder les échéances. Stéphane, Benyamin Netanyahou n'est pas Ehud Olmert. Est-ce qu'on peut comprendre le Premier ministre israélien qui se dit « Eh ben, ils n'ont pas voulu faire ça il y a presque 10 ans maintenant, c'est pas avec moi qu'ils l'auront » On peut comprendre si le but de Benyamin Netanyahou, c'est de retarder l'échéance, c'est de faire opposition, ce qu'il a fait depuis qu'il arrive au pouvoir, en fait, à toute solution possible. C'est ça l'histoire. Hein. Soit on veut parvenir à la paix, donc on doit retourner à ça. Pour une fois, on est totalement d'accord avec Mahmoud Abbas. Notre but, c'est pas de défendre un gouvernement israélien mordicus. Notre but, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. On ne dit pas que Benyamin Netanyahou doit absolument faire la paix avec les Palestiniens. On dit que si il privilégie réellement le choix de la solution à deux États, on est obligé de passer par là. Je m'explique. Très souvent, c'est les mêmes hauts fonctionnaires qui sont toujours aux affaires maintenant. Donc, on va demander aux mêmes négociateurs des deux camps qui ont passé des mois et des mois à peaufiner chaque détail de leur plan, de les reprendre et de faire comme s'ils pouvaient aboutir à quelque chose d'autre. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique, Jim. Et ils le feront pas, d'ailleurs. Et maintenant, la réalisation ou non de ce plan, elle dépend aujourd'hui pas seulement d'Israël, parce que hier, le nouvel ambassadeur juif religieux des États-Unis, David Friedman, a interpellé le gouvernement israélien. Il a dit quelque chose qui, pour les Israéliens et pour le gouvernement actuel, est très grave. Il a dit, Trump est sérieux par rapport à la paix, travaillez avec lui. Ça veut dire, ne lui mettez pas dans les bâtons dans les roues, n'essayez pas, par des subterfuges, comme vous en avez déjà utilisé, de retarder les choses ou d'accuser les Palestiniens pour ne pas aller de l'avant. On connaît les Palestiniens, on sait qu'ils font des bêtises, on n'a en aucune confiance relative, mais Donald Trump veut arriver à la paix. Ne faites pas de sottises si vous voulez qu'on reste copains. Ça, c'est bien entendu moi qui l'ajoute. Ce qu'on dit ici à Metula, et ce qu'on a cessé de dire à nos auditeurs et dans nos articles, c'est que Israël risque de payer très cher le fait que Benyamin Netanyahou n'a pas proposé le moindre projet de résolution du conflit avec les Palestiniens ou d'une toute autre solution différentes, comme l'annexion par exemple des territoires. Il n'a fait que du jeu de retardement, un petit peu comme le bunker dans un match de football, et puis au bout d'un moment, eh bien, il arrive toujours une situation dans laquelle le bunker ne suffit plus, et il faut une attitude dynamique. Et l'impression qu'on a, on l'a déjà dit le mois dernier, c'est que Donald Trump veut pousser les choses, et quand on a en bulldozer de la taille de Donald Trump qui décide de quelque chose, si on lui fait barrage, on risque, Jim, d'aboutir à une solution qui pourrait être bien pire que les propositions de la négociation de 2008 entre Tzipi Livni et Mahmoud Abbas notamment. Stéphane, on continuera d'en parler, et peut-être en fin d'entretien, si on a le temps de parler du prochain voyage, du premier voyage d'ailleurs de Donald Trump, qui se rendra notamment en Israël. On verra si on en saura plus à ce moment-là. Ce sera le 22 et 23 mai prochain. Stéphane, il y a une autre affaire qui a fait la une
cette semaine en Israël. Alors malheureusement, elle n'a pas pu faire la une de tous les médias parce qu'il y a certains médias qui n'existent plus. On va parler maintenant de la fermeture de Reshut Hachidour. Alors Stéphane, on parle d'une chaîne de télé, de plusieurs stations de radio. Alors avant de partir dans l'analyse, est-ce que vous pouvez expliquer les faits à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi l'affaire? Pourquoi cette chaîne de télévision, ces chaînes de radio ont dû fermer? On va peut-être commencer par la fin. Il y a 2-3 jours, puis la moitié, non, le tiers sont des copains. C'est l'heure du journal, du grand journal israélien, donc le Reshut Hachidour, c'est le service public d'information en Israël, 2 chaînes de télévision, 8 stations de radio, 50 ans d'activité, une qualité parmi les premières au monde au niveau de l'analyse stratégique, au niveau de la politique quotidienne, internationale, nationale. C'est vraiment au niveau journalistique le top de ce qu'on peut faire. C'est aussi une chaîne qui nous a accompagnés pendant tous les conflits, pendant les moments très difficiles. On savait qu'on pouvait faire confiance à ces reporters, à ces journalistes, à ces analystes. Alors cette semaine, je ne me rappelle plus le jour, tous les copains dans le studio pleuraient. Ils pleuraient. Les analystes, les journalistes, les présentateurs, parce que 2 heures avant, ils avaient reçu un avis que ce serait le dernier journal télévisé du Reshut Hachidour, qu'ils devaient instantanément ou presque fermer les bureaux, cesser d'émettre. Depuis, il n'y a que de la musique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il va y avoir la dernière émission de Reshut Hachidour, ce sera la transmission du Grand Prix de l'Eurovision de la chanson, avec notre amie Blanche, bien entendu. Et cette retransmission se fera sans commentaire. Et une fois que cette émission sera terminée, ce sera terminé également de la production des émissions par le Reshut Hachidour. Et il est prévu qu'une nouvelle autorité fabriquée par le gouvernement actuel remplacera le Reshut Hachidour et qu'elle commencera à émettre lundi. Alors nous, on a beaucoup de doutes et puis surtout, on ne sait pas ce qu'elle va émettre. On sait que le plan consiste à diviser la nouvelle autorité en 2 domaines. Le premier, ce sera l'information. Le second, ce sera les activités générales. Il y aura un directeur pour chacun de ces 2 pôles. Quand ils ne seront pas d'accord sur le programme de la nouvelle première chaîne de télévision, ils discuteront entre eux. Il y aura une sorte d'arbitrage, puis ce sera les ministres qui décideront. Enfin, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas des gens de télévision, qui ne sont pas des journalistes, qui ont décidé de détruire quelque chose qui fonctionnait bien, qui fonctionnait même très bien. Stéphane, pour rentrer dans l'analyse un peu plus en détail, et pour que nos auditeurs arrivent aussi à suivre, à comprendre, moi également, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi le but derrière tout ça? Parce qu'on lit des articles, on entend des analyses qui viennent également de la presse étrangère. Moi, j'ai lu notamment des articles dans Libération cette semaine. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement israélien veut avoir la main mise sur les médias? C'est aussi grave que ça? C'est aussi grave que ça. On est au début d'un phénomène d'erdoganisation. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'Israël est une démocratie forte, qu'on n'arrivera jamais jusque-là. Puis le deuxième réflexe, c'est de se dire, en fait, c'est les mêmes mesures qui sont prises, fermeture de médias, pression sur les médias. On a menacé pendant 4 ans la 10, la 3e chaîne de télévision privée, de fermeture. Elle a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin. En fait, on est en présence d'un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui ne supporte pas la critique et qui a de grosses casseroles aux pieds, notamment l'affaire des sous-marins allemands, mais beaucoup d'autres affaires. Il y a 4 enquêtes qui sont en cours contre lui. Il dit qu'il est Premier ministre et il dit aussi que toutes les chaînes de télévision, bien sûr je résume, et tous les journalistes sont des gauchistes
et que comme ça fait déjà longtemps que la coalition au pouvoir en Israël est plutôt de droite, il faut que la presse, et surtout la presse nationale et publique, corresponde à la direction, à l'orientation générale du pays. Donc il faudrait avoir du journalisme de droite, ou en tout cas qui ne soit pas ou moins critique par rapport au gouvernement. Ce qui nous gêne beaucoup dans cette histoire, c'est que ce qu'on a beaucoup aimé et ce qu'on aime encore dans ce service public d'information, c'est que il a toujours été critique non seulement par rapport à la droite, mais également par rapport à la gauche. Il a rendu fou des gens comme Golda Meir en faisant des enquêtes, notamment après la guerre de Kippour, des enquêtes qui étaient très très pointues, très très dérangeantes. Beaucoup de ministres travaillistes, donc socialistes, ont dû abandonner la politique, abandonner leur portefeuille après les enquêtes de Reshut HaShidur. Donc, il n'y avait pas de parti pris. On avait simplement des analystes et des journalistes excellents qui faisaient leur travail. Et le travail d'un journaliste, comme on vient de le faire ce matin, c'est de dire la vérité à tout prix. C'est-à-dire que on doit notre vérité, on doit l'information non pas aux dirigeants, non pas à une firme commerciale, mais à nos clients, si on peut les appeler comme ça, qui sont nos auditeurs, qui sont nos lecteurs, qui sont nos téléspectateurs. Et ça, c'est quelque chose que ce gouvernement, le gouvernement Netanyahou, n'a pas accepté. En trait de ce que je viens de dire, une manifestation, c'est que tous les jours, il y a pas des vendeurs, mais des distributeurs du journal Israël Hayom, Israël aujourd'hui, qui est un journal gratuit, financé par les amis de Netanyahou, qui est en fait la voix de Netanyahou et qu'on nous distribue au feu rouge gratuitement dans tout Israël. C'est de la propagande, c'est plus du journalisme. Et puis, ce qui nous peine et nous chagrine beaucoup, énormément, c'est de voir de si bons journalistes quitter le service public. Ils n'ont pas vraiment d'endroit où aller et ils vont être remplacés soit par des journalistes à la botte de Netanyahou, qui ne va pas nous garantir une qualité extraordinaire, soit par des journalistes de qualité moyenne, je dirais, ou médiocre même, et qui auront peur de poser des questions. En plus des mesures qui sont prises, il y a une menace terrible sur notre liberté, sur ce qu'on a le droit de traiter ou non, et sur notre potentialité critique, notre droit à critiquer ce qui nous semble critiquable. Stéphane, je pense que nos auditeurs, prie. moi y compris, on commence à comprendre la gravité de cette situation, de la fermeture de cette chaîne de télévision, de plusieurs postes de radio également. Stéphane, il est déjà 8h passé de 20 minutes, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Elle concerne la réaction de la presse israélienne. On l'avait vu en France notamment, hein, quand il y a eu des problèmes avec la rédaction d'ITélé à l'époque. Il y a eu pas mal de soutien, énormément de manifestations de la part des journalistes, de toute la corporation, hein, si je peux appeler ça comme ça. Stéphane, est-ce que c'est le cas en Israël? Est-ce qu'on soutient cette chaîne qui a dû fermer? Voilà, il y a une immense différence entre ITélé et le Reshut HaShidur. Là, on parle du service public d'information, on parle de, 1500 personnes. On parle du cœur informationnel d'Israël, on parle de 50 ans de programme. C'est un ouragan, c'est un tremblement de terre. Alors bien sûr, tout le monde dans la profession et ailleurs s'insurge, mais le public comprend pas bien ce qui se passe. Dans le sens où les intellectuels ou les gens impliqués dans la formation, bien sûr, parle également de ce processus d'ère d'organisation. Le mot nous fait trembler, Jim, mais le grand public se dit les choses changent, la réalité change. Ce qui existait il y a 50 ans n'existe pas forcément maintenant comme condition générale de travail. Ils ont peut-être exagéré, les journalistes, en n'acceptant pas de se soumettre à certaines règles. Ce sont des privilégiés, ils n'ont pas tous les droits, et puis des fois, il faut changer ça. On a parlé du pouvoir de la presse, il fallait le briser, il fallait que ce soit pas les journalistes qui soient les patrons, qui redeviennent des employés de l'État. On a entendu ce genre de choses. Mais il y a plus, la rue israélienne, je dirais, Jim, rapidement,
a cessé pratiquement d'exister. Il n'y a plus de sujet qui va jeter sur les pavés 400, 500, 600 000 personnes, comme les manifestations énormes dont je me souviens, notamment à Kikar Rabin, contre la guerre au Liban, pendant que l'armée faisait la guerre au Liban. Il n'y a plus ces déplacements de masse. On n'est pas à l'ère des insoumis, on est à l'ère de la high tech. Donc les oppositions, elles s'expriment dans des articles, elles sont souvent exprimées par les journalistes de Reshut HaShidur eux-mêmes. Il y a beaucoup de tristesse, et puis on a vraiment une impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer, et puis que contre des ministres aussi orientés que ceux de Binyamin Netanyahou, pour finir, il n'y a rien à faire, et puis il faut s'adapter ou disparaître. Puis en dernier volet, c'est-à-dire que ceux qui crient plus fort, eh bien, ont moins de chances de se faire réembaucher dans la nouvelle Reshut HaShidur, je sais même pas comment on va l'appeler d'ailleurs. Pour moi, c'est quand même important, parce qu'on parle de gens qui savent faire que ça, qui savent qu'être journaliste de télévision. J'en connais qui ont 4 ou 5 enfants, et puis qui ont une promesse d'emploi qui a été négociée au fin de la mise à pied de ce service. Et au bout d'une année, leur avenir est absolument incertain, et ça aussi, c'est inadmissible. Et puis Jim, pour nous ici à Metula, parce qu'on les utilise beaucoup, on a un souci énorme au sujet de l'archivage des documents, énorme, tant au niveau quantitatif que qualitatif. C'est toute l'histoire d'Israël qui est là-bas. Plus de la moitié sont pas digitalisés. On ne sait pas qui est responsable de ça. On ne sait pas s'il y en a qui vont être jetés. Et pour nous, c'est fondamental. C'est le patrimoine d'Israël. On vient d'y toucher, on vient de le détruire sans raison. C'est-à-dire que Netanyahou, vous savez tous plus ou moins ce que je pense de lui, eh bien, vient de détruire, de démolir quelque chose qui fonctionnait très bien en Israël. Netanyahou vient de détruire le cœur même de l'information en Israël. Stéphane, des mots très durs envers le Premier ministre israélien. Vous avez parlé notamment d'erdoganisation de la société israélienne. Voilà, c'est des termes assez durs, mais l'actualité l'est également. Stéphane, il est 8h passées de 25 minutes. Alors, on va encore un tout petit peu déborder, parce que j'ai envie de vous demander si cette chanson, elle vous dit quelque chose, Stéphane. Ça vous dit quelque chose, ça, Stéphane ? Il faudrait que j'entende un peu plus, mais non. Toujours pas. Non, je suis ingueulable, mais là... C'est Imri, c'est le candidat israélien pour l'Eurovision, avec une chanson qui bouge et qui donne la pêche dès le matin, Stéphane. Imri, I Feel Alive, je vous la recommande à Metula. Maintenant que vous l'avez entendu quelques secondes et que vous savez que les Israéliens sont assez fervents de l'Eurovision, je voulais vous demander un petit pronostic, mais bon, vu que vous n'êtes pas un spécialiste, mais je vous demande de vous mouiller, vous en avez l'habitude. Non, mais je veux bien me mouiller quand il fait très chaud, et puis dans les rivières de montagne. Mais là, ce que je dirais, c'est que j'ai pas entendu les chansons, je vais pas parler, c'est pas très sérieux quand même, je vais pas parler de chansons que j'ai pas entendues, mais j'ai entendu la chanson de Blanche, qui est la fille d'une amie de Bruxelles, et la nièce de l'ancienne directrice de Radio Judaïka, Betty Dan. Alors bien entendu, on a un pincement, puis on aimerait bien qu'elle gagne, Blanche, et sa chanson est pas mal. J'ai vu les préparatifs, il faudrait juste qu'elle bouge un petit peu plus sur la scène, et elle va gagner. Elle va gagner, Stéphane, on retiendra ça. Stéphane, je pense que la Belgique et Blanche a besoin d'Israël pour le vote, pour les 12 points. On aimerait bien entendre cette phrase, Israël 12 points pour la Belgique. Ce serait un grand moment de télévision samedi soir. On compte sur vous pour faire du lobbying, Stéphane. Ouais, alors on va faire du lobbying, et puis alors on va faire le truc ici maintenant sur Bruxelles Judaïka. Yes, Brussels. Yes, Jim, can you hear me? Yes, I can, Stéphane. Here are the votes from the jury of the Metula News Agency. We have all the others, and at the end, Belgium, I say Belgium, 12 points.
Merci beaucoup Stéphane pour ce grand moment d'anthologie de radio. Stéphane, on vous retrouvera la semaine prochaine à la même heure sur Radio Judaïka. Bien entendu. On vous souhaite une excellente journée à vous et à tous vos collaborateurs de la Metula News Agency. Les 7 heures passées de 27 minutes.